Long Island 1987, et Jordan Belfort arrive à Wall Street comme un jeune courtier naïf plein de rêves américains, et il rencontre son mentor Mark Hanna qui lui enseigne les règles du jeu. L'argent ne dort jamais, la cocaïne et les prostituées sont essentielles, et la seule chose qui compte c'est faire de l'argent pour tes clients pour qu'ils continuent de revenir. Jordan absorbe ses leçons comme une éponge, mais le crack de 1987 détruit la firme et Jordan se retrouve sans travail, désespéré, avec une femme enceinte et des factures à payer. Il trouve un emploi dans une petite firme de penny stock à Long Island, vendant des actions sans valeur à des investisseurs naïfs par téléphone, et il découvre qu'il a un don naturel pour la persuasion et la manipulation, gagnant plus d'argent en une matinée qu'en un mois dans sa précédente firme. Et il rencontre Donny Azoff, un vendeur excentrique aux dents parfaitement blanches qui vit dans le même quartier et qui devient immédiatement fasciné par le succès de Jordan. Jordan et Donny deviennent partenaires et créent Stratton Oakmont, recrutant une armée de jeunes vendeurs affamés de la classe moyenne, la plupart anciens dealers de drogue ou sportifs ratés, et il les transforme en machines à vendre impitoyables, leur apprenant à mentir, manipuler et presser les investisseurs jusqu'à la dernière goutte, et l'argent commence à affluer par millions. L'entreprise devient un cirque hédoniste de luxure et d'excès, cocaïne sniffée sur les bureaux en plein jour, prostituées payées pour divertir les clients, orgies dans les bureaux, voitures de sport, montres Rolex, costumes sur mesure, et Jordan devient le roi de cet empire de débauche, épousant la magnifique Naomi Lapaglia, une ancienne mannequin blonde qui tombe amoureuse de son charisme et de sa richesse. Mais chaque empire a ses ennemis, et l'agent FBI Patrick Denham commence à enquêter sur Stratton Oakmont, sentant que quelque chose ne va pas avec leurs profits impossibles, leurs commissions extravagantes et leurs méthodes de vente agressives, et il commence à serrer l'étau autour de Jordan, surveillant ses comptes bancaires, ses appels téléphoniques et ses associés. Jordan devient de plus en plus paranoïaque et accro aux drogues, sniffant de la cocaïne et prenant des caludes quotidiennement pour gérer le stress, et sa relation avec Naomi commence à se détériorer à cause de ses infidélités constantes, ses colères violentes sous l'influence de la drogue, et son obsession pour l'argent et le pouvoir. Mais Donny reste loyal, toujours à ses côtés, partageant les excès et couvrant ses arrières. La situation devient critique quand le FBI arrête plusieurs associés de Jordan, saisit des documents compromettants et commence à offrir des deals aux employés de Stratton Oakmont en échange de témoignages contre Jordan. Et Jordan réalise que son empire s'effondre autour de lui, que ses amis le trahissent un par un et que seul Donny reste vraiment fidèle. Un jour, Jordan reçoit un appel de l'agent Denham. « Jordan, nous avons assez de preuves pour t'envoyer en prison pour 20 ans, mais nous te proposons un marché. Aide-nous à coincer tes associés. Porte un micro, enregistre tes conversations avec eux, témoigne devant le tribunal, et nous réduirons ta peine à 4 ans maximum. » Jordan sent que le filet se resserre, qu'il n'a plus d'échappatoire, et qu'il doit choisir entre sauver sa peau en trahissant ses amis, ou couler avec le navire en restant loyal. Et si Jordan et Donny décidaient de fuir ensemble plutôt que de se trahir? Et si, au lieu d'accepter de collaborer avec le FBI ou d'essayer de sauver sa propre peau, Jordan prenait une décision différente? Et si, quand l'agent Denham lui proposait le marché, Jordan répondait « Je ne trahirai jamais mes amis, et surtout pas Donny. Il y a d'autres solutions. » Et si Jordan et Donny, face à l'imminence de leur arrestation, décidaient de fuir ensemble avec l'argent qu'ils ont planqué en Suisse, abandonnant tout derrière eux pour préserver leur amitié et leur liberté? Que se passe-t-il quand la loyauté l'emporte sur la survie personnelle? Jordan raccroche le téléphone après sa conversation avec l'agent Denham, les mains tremblantes, et il va directement trouver Donny dans son bureau où il compte des liasses de billets avec son habituel sourire maniaque. Et Jordan ferme la porte et dit « Donny, nous avons un problème. Le FBI veut que je te livre, ainsi que tous les autres, en échange d'une peine réduite. » Donny arrête de compter, lève les yeux. Et pour une fois son sourire disparaît complètement. « Et qu'est-ce que tu leur as dit ?» Et Jordan s'assoit lourdement dans le fauteuil en face de lui et dit « Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Mais Donny, je ne peux pas te trahir. Tu es mon frère, tu étais là depuis le début, quand nous n'avions rien. » Donny pose l'argent, se lève, fait les 100 pas dans le bureau, et dit « Jordan, écoute-moi, peut-être que tu devrais accepter leur offre, tu as une famille, Naomi et les enfants. Moi je n'ai que ma femme et elle comprendra, tu as plus à perdre que moi. » Mais Jordan secoue la tête violemment. « Non, Donny, nous sommes dans cette merde ensemble. Nous en sortirons ensemble, il doit y avoir une autre solution. » Donny s'arrête de marcher, regarde Jordan droit dans les yeux, et dit « Quelle autre solution? Ils ont nos comptes bancaires, nos enregistrements téléphoniques,
les témoignages de nos employés, nous sommes cuits, et Jordan se lève, va vers la fenêtre, regarde la ville de New York au loin, et dit lentement l'argent en Suisse. Les comptes offshore, ils ne peuvent pas toucher à ça, nous avons encore des millions cachés. Tu penses à quoi exactement? Demande Donnie, et Jordan se retourne avec une étincelle dans les yeux. Nous partons. Nous quittons le pays, nous prenons l'argent en Suisse et nous recommençons ailleurs, en Amérique du Sud, en Asie, n'importe où mais loin d'ici, et Donnie le regarde comme s'il était devenu fou. Jordan, tu parles de fuir, d'abandonner tout? Ta famille, ta vie, tout. Ma vie? Répond Jordan amèrement. Quelle vie? Dans 6 mois je serai en prison, Naomi divorcera, prendra les enfants et l'argent qui reste, et dans 20 ans quand je sortirai, je ne serai rien, mais si nous partons maintenant, nous gardons notre liberté, notre argent, et surtout notre amitié. Et Donnie reste silencieux pendant de longues minutes, pesant les options. Finalement Donnie sourit, ce sourire fou qui a toujours caractérisé leur partenariat, et dit d'accord, mais si nous faisons ça, nous le faisons bien, nous effaçons nos traces, nous prenons seulement l'essentiel, et nous ne revenons jamais. Et Jordan lui serre la main. C'est exactement ce que je pensais, mon frère. Les jours suivants, Jordan et Donnie mettent en place leur plan d'évasion avec la même minutie qu'ils utilisaient pour leurs escroqueries, créant de fausses identités, organisant le transfert de fonds offshore et planifiant leur itinéraire de fuite, tout en maintenant l'apparence de la normalité pour ne pas éveiller les soupçons du FBI qui surveille leurs moindres mouvements. Jordan rentre chez lui et trouve Naomi dans leur immense salon, sirotant un verre de vin blanc, belle et élégante comme toujours. Et quand elle le voit, elle dit « Jordan, tu as l'air tendu. Qu'est-ce qui se passe ?» Et Jordan s'assoit à côté d'elle, prend sa main, et dit « Naomi, nous devons parler. Les choses deviennent compliquées avec les fédéraux. » « Compliquées comment ?» demande Naomi. Et Jordan hésite avant de dire « Ils veulent que je donne mes amis en échange d'une peine réduite. Et si je refuse, je risque 20 ans de prison. » Et Naomi devient pâle. 20 ans? Jordan, pense aux enfants, pense à nous. Tu ne peux pas aller en prison pendant 20 ans. Jordan la regarde dans les yeux et dit « C'est exactement pour ça que je ne peux pas le faire. Naomi, si j'accepte leur marché, je deviens un traître, un informateur. Et quel genre d'homme serais-je pour mes enfants? Un homme qui trahit ses amis pour sauver sa peau? » Et Naomi se lève, agitée. « Mais Jordan, c'est mieux que la prison. Nous pourrons reconstruire, recommencer. » « Nous? » dit Jordan doucement. « Naomi, sois honnête, si je vais en prison, même pour 4 ans, tu m'attendras. Tu resteras la femme d'un criminel condamné? » Et Naomi ne répond pas immédiatement, ce qui donne à Jordan sa réponse, et il dit « C'est ce que je pensais. Alors laisse-moi te proposer autre chose. » Jordan explique son plan à Naomi. Ils quittent le pays ensemble, prennent l'argent en Suisse, et recommencent une nouvelle vie sous de nouvelles identités dans un pays sans extradition. Mais Naomi écoute avec horreur Jordan. Tu parles de devenir des fugitifs, de vivre dans la clandestinité. C'est de la folie. Et Jordan dit c'est de la liberté. Naomi, nous aurons l'argent, nous serons ensemble, et les enfants grandiront libres. Mais Naomi secoue la tête. Non Jordan, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas arracher nos enfants à leur vie, à leur pays, pour vivre comme des criminels en fuite. Je préfère encore que tu collabores avec le FBI. Et Jordan réalise que Naomi ne le suivra pas, qu'elle choisira la sécurité plutôt que l'aventure, la respectabilité plutôt que la loyauté. Cette nuit-là, Jordan ne dort pas, regardant Naomi dormir à côté de lui, sachant que c'est probablement la dernière fois, et au matin il prend sa décision finale. Il partira avec Donnie, abandonnant sa famille pour préserver son honneur et son amitié, car parfois un homme doit choisir entre l'amour et la loyauté, et Jordan choisit la loyauté. Jordan organise une dernière réunion avec toute l'équipe de Stratton Oakmont, officiellement pour faire le point sur la situation avec les fédéraux, mais en réalité pour faire ses adieux à ses employés loyaux sans pouvoir leur dire la vérité, et l'atmosphère dans la salle de conférence est tendue, tout le monde sentant que la fin approche. « Les gars, commence Jordan, debout devant ses troupes, nous avons vécu des années incroyables ensemble. Nous avons gagné plus d'argent que la plupart des gens n'en voient dans 10 vies. Nous avons vécu comme des rois et les applaudissements fusent. » Mais Jordan lève la main pour le silence. « Mais maintenant, les fédéraux veulent notre peau, et chacun doit prendre ses propres décisions pour protéger sa famille et son avenir. » Robbie, l'un de ses premiers employés, demande « Jordan, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas collaborer ?» Et Jordan le regarde directement et dit « Je ne trahirai jamais aucun d'entre vous. Nous sommes une famille. » Et les familles se protègent mutuellement et cette déclaration provoque des murmures d'approbation et d'émotion dans la salle. Après la réunion, Jordan rentre chez lui une dernière fois et trouve Naomi qui emballe ses affaires,
Ayant déjà pris sa décision de le quitter Jordan, j'emmène les enfants chez ma mère jusqu'à ce que tu règles cette situation avec le FBI et Jordan hoche la tête, comprenant que c'est mieux ainsi, qu'elle ne saura pas qu'il s'enfuit et ne pourra donc pas être accusé de complicité. Jordan prend ses enfants dans ses bras, Sky et Chandler, si jeunes et innocents, et il leur dit « Papa doit partir en voyage d'affaires pour un moment. Mais je vous aime plus que tout au monde, et un jour vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait » et les enfants lui font des bisous, sans savoir que c'est la dernière fois qu'ils voient leur père. Dans sa dernière conversation avec Naomi, Jordan lui dit « L'argent dans les comptes légaux, tu peux le garder. Assure-toi que les enfants ne manquent de rien, et si quelqu'un demande, tu ne sais rien de mes plans. » Et Naomi, les larmes aux yeux, dit Jordan, « Il n'est pas trop tard, tu peux encore collaborer avec le FBI, nous pouvons sauver notre famille. » Notre famille était déjà brisée. Naomi, répond Jordan tristement, toi et moi, nous nous sommes perdus dans l'argent et les excès, peut-être que cette séparation nous donnera une chance de retrouver qui nous sommes vraiment et Naomi pleure, sachant au fond de son cœur qu'il a raison, que leur mariage était devenu une façade dorée cachant le vide. Jordan et Donnie quittent New York séparément pour éviter d'éveiller les soupçons, Jordan prenant un vol pour Londres sous prétexte d'une réunion d'affaires de dernière minute, et Donnie partant pour Miami soi-disant pour des vacances avec sa femme. Mais ils ont rendez-vous à Genève où leurs millions de dollars les attendent dans des comptes bancaires secrets. L'avion de Jordan décolle de JFK un mardi matin pluvieux, et tandis qu'il regarde New York s'éloigner par le hublot, Jordan ressent un mélange de soulagement et de tristesse, sachant qu'il laisse derrière lui tout ce qu'il a construit, mais aussi tous les problèmes qui allaient avec, et pour la première fois depuis des mois, il se sent libre. À Genève, Jordan et Donnie se retrouvent dans un hôtel discret, et ils passent la soirée à planifier la suite. Retirer l'argent liquide, acheter de nouveaux passeports avec leurs fausses identités et choisir leur destination finale. Et Donnie, toujours optimiste malgré la situation, dit Jordan, tu réalises que nous sommes en train de vivre la plus grande aventure de nos vies. Une aventure qui pourrait nous coûter notre liberté si nous sommes attrapés, répond Jordan. Mais il sourit malgré lui, car il y a quelque chose de libérateur dans cette fuite, quelque chose qui lui rappelle l'excitation qu'il ressentait au début de Stratton Oakmont, quand tout était possible et que l'avenir était un terrain de jeu infini. Le lendemain matin, ils se rendent à la Banque suisse, une institution discrète et élégante où leurs millions dorment depuis des années. Et le banquier, un homme âgé aux manières impeccables, les accueille avec la courtoisie glacée caractéristique de la finance suisse, sans poser de questions embarrassantes sur l'origine de leurs fonds. « Messieurs, dit le banquier, vous souhaitez effectuer un retrait important, je suppose, et Jordan acquiesce. Nous voulons tout retirer, en liquide si possible, ou en instruments financiers facilement transférables et le banquier ne sourcille pas, habitué aux demandes excentriques de ses clients millionnaires. L'opération prend toute la journée, mais finalement Jordan et Donnie repartent avec 12 millions de dollars répartis en plusieurs formes, liquides dans des valises diplomatiques, diamants facilement transportables et comptes offshore dans des paradis fiscaux encore plus secrets. Et Jordan se dit que même en fuite, il reste plus riche que 99% de la population mondiale. Jordan et Donnie choisissent l'Argentine comme destination finale, un pays suffisamment développé pour offrir un niveau de vie confortable, mais suffisamment corrompu pour permettre l'achat de nouvelles identités et la protection contre l'extradition, et ils s'installent à Buenos Aires sous les noms de Michael Ross et David Goldman, deux hommes d'affaires américains investissant dans l'immobilier local. Les premiers mois sont étranges et excitants. Apprendre l'espagnol, s'habituer à une nouvelle culture, créer de nouvelles routines loin du chaos frénétique de Wall Street. Et Jordan découvre qu'il y a une beauté simple dans l'anonymat, dans le fait de pouvoir marcher dans la rue sans être reconnu, sans craindre les photographes ou les agents fédéraux. Jordan et Donnie achètent une belle maison dans le quartier chic de Palermo, avec une piscine et un jardin, et ils créent une petite entreprise d'import-export qui leur sert de couverture légale pour blanchir leur argent progressivement. Et étrangement, cette vie plus simple et plus honnête leur apporte une satisfaction qu'ils n'avaient pas trouvée dans les excès de Stratton Oakmont. Mais la liberté a un prix. Jordan ne peut plus jamais contacter sa famille, voir ses enfants grandir ou retourner dans son pays natal. Et parfois, tard dans la nuit, il regarde des photos de Sky et Chandler sur son ordinateur, les larmes aux yeux, se demandant s'il a fait le bon choix en choisissant la loyauté plutôt que la famille. Donnie, toujours loyal, comprend la douleur de Jordan et essaie de le distraire en organisant des sorties, des voyages en Patagonie, des soirées avec des femmes argentines. Mais Jordan reste hanté par ce qu'il a abandonné et il commence à boire plus que de raison, remplaçant la cocaïne par l'alcool comme moyen d'engourdir sa culpabilité. Un jour, en lisant les nouvelles américaines sur Internet,
Jordan apprend que Naomi s'est remariée avec un banquier respecté de Manhattan, que ses enfants vont dans de bonnes écoles privées et qu'elle a déclaré publiquement « Mon ex-mari était un criminel. Je suis soulagé qu'il soit sorti de nos vies. » Et ces mots blessent Jordan plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'agent Patrick Denham ne lâche pas l'affaire, furieux que Jordan et Donnie lui aient échappé, et il coordonne une traque internationale avec Interpol, gelant tous les comptes bancaires connus, interrogeant tous les associés restants, et offrant des récompenses importantes pour toute information sur leur localisation. Denham découvre progressivement les traces de leur fuite, les faux passeports achetés en Europe, les transferts bancaires vers l'Argentine, et les nouvelles identités créées à Buenos Aires. Il comprend qu'il traque deux hommes intelligents et bien financés, capables de rester cachés pendant des années s'ils font attention. L'agent obtient une coopération limitée des autorités argentines, corrompues et peu enclines à extrader des millionnaires américains qui injectent de l'argent dans l'économie locale. Mais il réussit quand même à infiltrer un informateur dans leur cercle social, un expatrié américain qui se fait passer pour un homme d'affaires mais qui rapporte en réalité tous leurs mouvements au FBI. Jordan et Donnie commencent à sentir la pression. Des questions indiscrètes de leur nouveau ami, des coïncidences troublantes, des voitures suspectes garées près de chez eux, et ils réalisent que le FBI se rapproche, que leur anonymat s'effrite progressivement et qu'ils devront peut-être fuir à nouveau. Michael, dit Donnie, ils utilisent leur faux nom même en privé par précaution. Je pense que nous sommes repérés. Nous devons partir d'ici et Jordan, fatigué de fuir constamment, répond où irons-nous cette fois? En Afrique? En Asie? Nous ne pouvons pas courir éternellement. Tant que nous sommes ensemble, nous pouvons aller n'importe où, dit Donnie, c'est toi et moi contre le monde, comme au début de Straton Oakmont, et Jordan sourit tristement oui. Mais au début nous construisions quelque chose, maintenant nous ne faisons que fuir quelque chose. Un soir, en rentrant chez eux, Jordan et Donnie trouvent l'agent Denham qui les attend dans leur salon, accompagné d'agents argentins corrompus qui ont finalement accepté l'argent américain. Et Denham sourit froidement, messieurs Ross et Goldman, ou devrais-je dire Belfort et Azov, vous êtes en état d'arrestation. Jordan et Donnie se regardent, et dans leurs yeux passe toute l'histoire de leur amitié. Les débuts difficiles, les succès fous, les excès destructeurs, et maintenant cette fin inévitable. Et Jordan dit calmement, agent Denham, vous nous avez finalement trouvés. Félicitations. 3 ans de traque internationale, répond Denham, vous nous avez coûté des millions de dollars et beaucoup de nuits blanches. Mais nous sommes patients, et nous n'abandonnons jamais, et Donnie, toujours fidèle à son tempérament, dit 3 belles années de liberté. Ça valait le coup. Pendant le transport vers l'aéroport pour l'extradition, Jordan demande à Denham, dites-moi, agent, est-ce que ma famille va bien? Et Denham répond, votre ex-femme et vos enfants vont parfaitement bien. Ils ont refait leur vie sans vous, comme si vous n'aviez jamais existé. Ces mots font plus mal à Jordan que les menottes au poignet, et il réalise que son choix de fuir avec Donnie, bien qu'honorable dans sa loyauté, lui a coûté ce qu'il avait de plus précieux, l'amour de ses enfants et leur respect. Et il se demande si le prix de l'amitié était vraiment si élevé. De retour aux États-Unis, Jordan et Donnie font face à un procès médiatisé où les procureurs les présentent comme des fugitifs arrogants qui ont bafoué la justice américaine en fuyant leurs responsabilités. Et sans possibilité de coopérer, puisqu'ils ont choisi la loyauté, ils écopent des peines maximales, 22 ans de prison chacun. Lors de leur dernière conversation avant d'être séparés dans des prisons différentes, mesures de sécurité pour éviter qu'ils ne planifient une nouvelle évasion, Jordan dit à Donnie, mon frère, regrettes-tu ce que nous avons fait? Et Donnie réfléchit avant de répondre, Jordan, nous avons vécu 3 ans de liberté absolue. Nous avons vu le monde, nous n'avons trahi personne. Et surtout, nous sommes restés des amis fidèles jusqu'au bout, ça n'a pas de prix. Même si ça nous coûte 20 ans de notre vie, demande Jordan. Et Donnie sourit son éternel sourire optimiste, Jordan, dans 20 ans nous aurons 60 ans, nous sortirons encore jeunes. Et nous aurons des histoires incroyables à raconter. Combien d'hommes peuvent dire qu'ils ont défié le FBI pendant 3 ans? En prison, Jordan découvre une vie complètement différente. La routine militaire, les codétenus dangereux, l'absence totale de luxe, et pour la première fois depuis des décennies, il est forcé de confronter qui il est vraiment quand on lui enlève l'argent, le pouvoir et les distractions. Et étrangement, il trouve une certaine paix dans cette simplicité forcée. Jordan utilise son temps en prison pour écrire ses mémoires, racontant l'histoire vraie de Straton Oakmont, sa fuite avec Donnie, et les leçons qu'il a apprises sur l'amitié, la loyauté et le prix de la liberté. Et son livre devient un best-seller, générant assez de royalties pour qu'il ne soit pas complètement démuni à sa sortie. Donnie, dans sa prison,
reste fidèle à sa nature optimiste, organisant des activités pour les détenus, apprenant de nouveaux métiers, et écrivant régulièrement à Jordan pour maintenir leur amitié malgré la séparation physique, et leurs lettres deviennent un témoignage émouvant de la loyauté masculine dans l'adversité. 20 ans plus tard, Jordan et Donnie sortent de prison le même jour, vieillis mais pas brisés, et ils se retrouvent à la sortie de la prison de Jordan, Donnie ayant voyagé spécialement pour ce moment, et leur embrassade après 2 décennies de séparation est chargée d'émotion et de reconnaissance mutuelle. « Mon frère, dit Jordan en serrant Donnie dans ses bras, nous avons survécu et Donnie, toujours avec son sourire, répond pas seulement survécu. Jordan, nous avons prouvé que l'amitié peut surmonter n'importe quoi, même 20 ans de prison. Jordan, maintenant âgé de 60 ans, découvre un monde complètement changé. Internet omniprésent, réseaux sociaux, nouvelles technologies, et il se sent comme un homme du passé projeté dans le futur. Mais Donnie, toujours adaptable, l'aide à naviguer dans cette nouvelle réalité. Ils s'installent dans un petit appartement modeste, leurs anciens comptes offshore ayant été depuis longtemps saisis, et Jordan découvre qu'après 20 ans d'absence, ses enfants sont maintenant adultes. Sky est devenu médecin, Chandler avocat, et ni l'un ni l'autre ne veut revoir leur père criminel, préférant maintenir la fiction que leur beau-père est leur vrai père. Cette rejection finale de sa famille biologique brise quelque chose en Jordan, et il traverse une période de dépression profonde, se demandant si son choix de la loyauté en valait vraiment la peine. Mais Donnie reste à ses côtés, l'aidant à surmonter cette dernière épreuve, prouvant encore une fois que leur amitié transcende tout. Jordan et Donnie décident de consacrer leurs dernières années à aider d'autres personnes, utilisant leur expérience douloureuse pour conseiller de jeunes entrepreneurs tentés par les raccourcis illégaux, et Jordan devient un conférencier recherché sur les thèmes de l'éthique en affaires et les conséquences des choix moraux. L'argent, dit Jordan lors d'une de ses conférences, peut tout acheter sauf ce qui compte vraiment. Le respect de ses enfants, la paix intérieure et le temps perdu. J'ai choisi la loyauté envers mon ami plutôt que la collaboration avec la justice. Et je ne regrette pas ce choix. Mais je regrette les choix qui m'ont mené à devoir faire ce choix. Donnie, quant à lui, ouvre une petite entreprise de conseil honnête, aidant les petites entreprises à se développer légalement, et il trouve une satisfaction profonde dans la construction de quelque chose de propre après avoir passé sa jeunesse à détruire et manipuler, et les 2 amis vieillissent ensemble, unis par leur histoire commune et leurs regrets partagés. Un jour, Jordan reçoit une lettre de sa fille Sky, maintenant médecin établi, qui lui dit « Papa, j'ai lu ton livre et regardé tes conférences, et bien que je ne puisse pas pardonner ce que tu as fait à notre famille, je respecte le fait que tu aies choisi de ne pas trahir ton ami. Cela montre qu'il y a encore de l'honneur en toi. » Cette lettre donne à Jordan la paix qu'il cherchait depuis 20 ans, la confirmation que son choix, bien qu'ayant coûté cher, était moralement justifiable, et que même dans la chute, il avait préservé quelque chose d'essentiel, sa capacité à rester loyal envers ceux qui lui faisaient confiance. Jordan Belfort meurt à l'âge de 75 ans, entouré de Donnie et de quelques amis proches, et ses derniers mots sont « Au moins, nous n'avons trahi personne » et Donnie lui tient la main en disant « Non, mon frère, nous sommes restés des hommes d'honneur jusqu'au bout. » On dit que la loyauté n'a pas de prix, mais c'est faux. Tout a un prix. Ma loyauté envers Donnie m'a coûté ma famille, 20 ans de liberté et une fortune. Mais elle m'a aussi donné quelque chose d'inestimable, la certitude que quand tout s'effondrait autour de moi, j'ai choisi l'honneur plutôt que la lâcheté. Beaucoup d'hommes riches meurent seuls et méprisés. Moi, je suis mort pauvre mais respecté par le seul homme dont l'opinion comptait vraiment, mon meilleur ami. Si c'était à refaire, je ferais le même choix, parce que trahir Donnie aurait été me trahir moi-même. L'argent va et vient. L'amitié vraie, elle, est éternelle.